La mobilité, c'est devenu du grand n'importe quoi. Beaucoup de personnes confondent la souplesse avec la mobilité. On parle de mobilité lorsqu'il s'agit de s'automasser avec des rouleaux ou avec des balles. On parle de mobilité quand on s'étire. On parle de mobilité quand on fait de simples mobilisations articulaires. Non, la mobilité n'a rien à voir avec tout ça. Tu dois voir la souplesse comme la simple capacité à aller dans une amplitude passivement. Donc imagine par exemple que tu te penches en avant et que tes ischios, les muscles à l'arrière de ta cuisse, s'étirent sans que tu ne forces dessus. Ou alors tu es couché sur le dos et quelqu'un prend ta jambe et la lève pour venir les étirer. Ça, c'est ta souplesse. La mobilité par contre, c'est ta capacité à y aller de manière active. Beaucoup de personnes parlent de souplesse active, mais je pense que c'est faux car la mobilité est une expression de force et de contrôle moteur à une amplitude donnée. Le contrôle moteur, c'est simplement ta capacité à coordonner et diriger des contractions musculaires. Tu dois remarquer que tu auras toujours plus de souplesse, donc d'amplitude passive, que de mobilité, donc d'amplitude active. On dit que la souplesse est un passeport pour la mobilité, car comment veux-tu accéder à une amplitude volontairement et activement si tu ne peux même pas y accéder passivement? Comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Là, c'est pareil, c'est la même chose. On doit d'abord avoir la souplesse, puis on développe la mobilité par-dessus. Mais il y a un gros problème avec ça. Tu n'as pas forcément besoin de toujours plus de souplesse et de mobilité. Peut-être que tu veux juste développer ta force dans les amplitudes que tu as déjà. Ça va évidemment dépendre des besoins dans le sport que tu pratiques. Par exemple, si tu es un lanceur de javelot, tu vas avoir besoin d'énormes rotations internes et externes de l'épaule. Dans le sens où tu vas avoir besoin d'accéder à ces amplitudes de manière active, mais en plus, quand tu vas lancer un javelot, tu le fais à très grande vitesse, donc tu dois pouvoir encaisser des contraintes excentriques à vitesse élevée énorme. Faire quelques étirements et des exercices de rotation de l'épaule avec un élastique ne va donc clairement servir à rien quand on a ce type de besoin. Je te donne un autre exemple. Si tu fais du street lifting, un sport dans lequel il y a une charge maximale à soulever sur des dips par exemple, tu vas devoir avoir une grosse extension de l'épaule quand tu envoies le bras vers l'arrière comme ça. Mais peut-être que tu as déjà accès passivement à cette extension et que tu dois juste renforcer la fin d'amplitude articulaire. Tout va dépendre de ça à chaque fois et tu dois te poser 3 questions. Première question, quels sont les besoins à un niveau musculaire et articulaire dans ton sport? Ensuite, quelles sont tes capacités pour répondre à ces besoins? Et enfin, est-ce qu'il y a un écart entre les deux? Dans cette vidéo, je voudrais te présenter un outil qui permet à la fois de gagner en souplesse, de gagner en mobilité, mais aussi de gagner en force sur les fins d'amplitude articulaire. C'est un outil qu'on pense malheureusement trop souvent comme exclusivement dédié à de la réathlétisation et à la résolution de douleurs, de blessures musculaires et articulaires, alors que non. Je veux évidemment parler des Pels Rails. Alors, si tu t'es baladé un petit peu sur les réseaux sociaux ces dernières années, c'est possible que tu aies vu passer ça. Les Pels Rails sont un concept d'exercice inventé par le docteur André Spina et le docteur Michael Shivers dans leur système d'entraînement FRS et qu'ils enseignent dans leur formation. C'est un mot compliqué en anglais qui veut en fait dire Progressive Angular Isometric Loadings pour la première partie du mot et Regressive Angular Isometric Loadings pour la seconde partie. Plus simplement en français, on pourrait traduire tout ça par chargement angulaire isométrique progressif et régressif. La notion de chargement, c'est simplement l'application d'une force sur tes tissus. La notion angulaire indique simplement qu'on va travailler à un angle bien précis de notre articulation. L'isométrique correspond au mode de contraction, le fait de contracter les muscles sans aucun mouvement, donc sans étirement ni raccourcissement. Et enfin, cette notion de progression et de régression signifie qu'on contracte les tissus du côté ouvert de l'articulation, les muscles qui sont étirés pour l'angle progressif. Et puis on contracte les muscles du côté fermé de l'articulation, les muscles qui sont raccourcis pour l'angle régressif. C'est un concept qui paraît un peu compliqué mais qu'on va pouvoir appliquer à toutes les articulations et surtout à chaque action articulaire. Par exemple, si on prend ton épaule, c'est l'articulation la plus mobile de ton corps avec la hanche, elle permet de bouger dans les 3 plans de l'espace. On dit alors qu'elle permet de faire des rotations internes et externes, une flexion et une extension, mais aussi une adduction et une abduction. En gros, il y a 6 actions articulaires possibles sur cette articulation. Dans ce cas, tu peux faire des Pels Rails sur chacune de ces actions articulaires. Il y en a un qui est très connu sur la rotation interne de l'épaule par exemple. Tous les Pels Rails vont se dérouler de la même façon à chaque fois, en 6 étapes. 1. Tu te mets dans une position d'étirement, comme si tu voulais t'étirer pour travailler ta souplesse. 2. Tu vas tenir cette position d'étirement au moins 2 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que gagner en souplesse, c'est convaincre ton système nerveux qu'il n'y a pas de danger dans cette position d'étirement pour qu'il arrête de déclencher les réflexes de contraction. C'est aussi le temps nécessaire pour activer les fibroblastes, les cellules qui permettent à tes muscles et tes tissus conjonctifs de se remodeler littéralement
pour mieux répondre aux contraintes d'étirement. Pendant l'étirement, tu vas respirer avec ton diaphragme. En gros, tu vas chercher à gonfler le ventre sur ta respiration. Ta respiration doit être lente et contrôlée. Tu inspires sur 3 à 4 secondes et tu expires sur 6 à 8 secondes. En faisant ça, tu stimules ton système nerveux parasympathique, tu montres à ton cerveau qu'il n'y a pas de danger et qu'il n'y a pas besoin d'être crispé. 3. Après les 2 minutes d'étirement, tu vas faire la contraction PELS. Le but est de contracter les tissus étirés et faire l'inverse de l'action d'étirement dans laquelle tu te trouves. Par exemple, si tu es en rotation interne de l'épaule, tu vas forcer dans la direction de la rotation externe. On va voir après que tu vas forcer pendant différentes durées en fonction de tes objectifs. 4. Après la contraction PELS, tu forces sans aucune transition dans l'autre direction sur la contraction RELS. Ton but est de te tirer encore plus dans l'étirement en contractant les muscles raccourcis. Toujours dans notre exemple de la rotation interne de l'épaule, tu viens contracter les rotateurs internes de l'épaule pour aller encore plus loin dans l'étirement. 5. À l'issue de ce premier cycle de PELS-RELS, tu devrais avoir gagné en amplitude, donc du coup tu restes 30 secondes dans cette nouvelle position d'étirement. 6. En dernier, tu refais les contractions PELS et RELS. Généralement, tu vas faire 2 cycles de PELS-RELS. J'aime bien, au cours d'une phase d'accumulation où on augmente le volume au global dans les entraînements, rajouter un 3e cycle pour développer la capacité à encaisser du volume sur des fins d'amplitude articulaire. Comme je te le disais avant, la durée des contractions PELS et RELS peuvent varier en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, si tu n'as jamais fait de PELS-RELS de ta vie, je te conseille pas de commencer tout de suite à 100% d'intensité. Tu risques de te faire mal car tu es sur des fins d'amplitude articulaire et c'est généralement ce qu'on n'entraîne jamais, donc les tissus sont très faibles dans ces positions. Je t'assure, tu peux être très fort au développé couché par exemple et être complètement éclaté sur une rotation interne ou externe d'épaule. La surcharge progressive est un principe de base de l'entraînement. Il y a aussi les personnes qui manquent de mobilité et de variabilité de mouvement suite à des stratégies réflexes de protection mises en place par le système nerveux, suite à des blessures ou des douleurs chroniques. Dans le cas d'une réathlétisation, forcer dans les fins d'amplitude peut être douloureux. Je conseille généralement de s'écarter un peu des fins d'amplitude, surtout si c'est douloureux rien qu'en étirement passif. Pour toutes ces raisons, je commence toujours par enseigner les PELS-RELS sur des contractions de 45 secondes à une estimation autour de 30 à 40% de la force maximale qu'on arrive à produire. Au début, c'est plutôt long car tu as 2 minutes d'étirement, 45 secondes de contraction PELS, pareil sur les RELS, ensuite les 30 secondes dans la nouvelle position d'étirement, puis un 2e cycle à refaire. Quand tu refais un cycle, tu ne refais pas les 2 minutes d'étirement du début, bien sûr. Dans mes programmations, j'aime bien faire évoluer les PELS-RELS sur des contractions progressivement plus courtes et plus intenses. Par exemple, des contractions de 30 secondes à 60%, puis 15 secondes à 80%, et enfin des contractions de 4 à 8 secondes à 100% de la force maximale qu'on arrive à produire. Le problème avec les PELS-RELS, c'est qu'on les compare bien souvent à la PNF, ce qui n'a pourtant rien à voir. La PNF en français, c'est la facilitation neuromusculaire proprioceptive. C'est une technique efficace également qui utilise les réflexes et les contractions musculaires pour développer ta souplesse. Et tu vois déjà la nuance ici, la PNF va développer ta souplesse, pas la mobilité. La PNF consiste à te mettre dans une position d'étirement comme avec les PELS-RELS. Par contre, tu vas pas tenir l'étirement pendant 2 minutes, non. Tu vas juste contracter les muscles étirés à une intensité moyenne pendant quelques secondes, puis relâcher. Et à chaque contraction, tu gagnes un peu en amplitude grâce au réflexe d'inhibition post-isométrique. En gros, après avoir contracté un muscle, ton cerveau et ta moelle épinière envoient moins d'influx électrique vers ce muscle, ce qui le relâche et donc te permet de l'étirer un petit peu plus. Cette méthode correspond au contracté-relâché en français ou CR. Mais il y a aussi le fameux CRAC qui signifie contracté-relâché, antagoniste contracté. En gros, c'est un peu comme les PELS-RELS, mais en moins bien. Le problème de la PNF est que tu développes la souplesse grâce à l'utilisation des réflexes, mais tu ne vas pas changer la structure de tes tissus car l'étirement est trop court. Tu ne développes pas non plus la force maximale isométrique, des muscles étirés et des muscles raccourcis. Tu ne développes donc pas ta mobilité. L'essentiel du signal que tu envoies à tes tissus est passif, il n'est pas actif. Le résultat que tu obtiens est donc passif et tu ne peux pas vraiment t'en servir. La souplesse est un passeport pour la mobilité, mais avoir juste le passeport est insuffisant. Les PELS-RELS permettent de combler toutes les lacunes de la PNF et développer vraiment la souplesse et la mobilité. Tu l'auras compris, j'adore les PELS-RELS car ils te permettent de retrouver l'accès à des amplitudes que tu as perdues ou dans lesquelles tu n'as jamais pu aller. Et en plus, tu deviens plus fort dans ces amplitudes. Alors évidemment, c'est un outil, il y en a d'autres. Après, il faut remobiliser dynamiquement les gains qu'on a obtenus grâce à cette méthode isométrique, mais c'est un must dans beaucoup de contextes. Si tu as des idées de concepts que tu veux que je présente en vidéo, dis-le moi en commentaire. Je t'ai aussi fait une mind map qui récapitule l'essentiel de cette vidéo pour que tu aies toutes les infos essentielles sans prendre de notes. Clique sur le lien dans la description pour l'obtenir.
pense à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines.